La mort en chambre close. Il avait dîné dehors. À présent, il traversait le vestibule pour aller dans la cuisine immaculée préparer sa tasse de thé du soir. Margaret avait pris soin de disposer la bouilloire bien en vue sur la paillasse. Master en souleva le couvercle, mit les coûteuses feuilles de thé parfumées dans la passoire et y versa de l'eau. Il alluma le gaz, posa la bouilloire sur le brûleur et, après avoir éteint la lumière, il gagna son bureau. Lorsqu'il ouvrit la porte, un grondement rauque brisa le silence. Lorsque Master eut allumé, Major, un berger allemand qui pesait son demi-quintal, le reconnut et, dressant son oreille dont le poil grisonnait, il revint se coucher à côté de la bibliothèque pour reprendre son somme interrompu. Master lui sourit en se dirigeant vers la table de travail. Le gros berger n'était encore qu'un jeune chiot quand il en avait fait l'acquisition et, depuis 12 ans, Major avait été d'une fidélité à toute épreuve envers son maître et envers lui seul. Maintenant, il passait le plus clair de son temps à dormir, mais il était quand même toujours vigilant, remplissant les deux rôles de compagnon et de chien de garde. Les bêtes étaient une chose, mais Master n'avait confiance qu'en fort peu de gens. Outre Major, dont la présence impressionnante était de nature à faire réfléchir, et l'enceinte qui protégeait la propriété, les serrures qui équipaient les portes étaient des serrures de haute sécurité garanties incrochetables. Et ce n'est pas tout. Tous les soirs avant que sa femme et lui montent se coucher, Master branchait un système d'alarme sophistiqué et ultra sensible. En l'espace d'un demi-siècle, il avait accumulé une fortune enviable qui venait s'ajouter à un héritage déjà substantiel. Les bourrasques fouettaient les vitres obscures. Il n'avait cessé de pleuvoir de la journée, ce qui n'était pas fait pour arranger l'humeur sombre de Master. Comme il s'approchait de la fenêtre pour tirer les rideaux, celle-ci lui renvoya le reflet de son visage de statue romaine aux traits distingués et, avec une vanité inconsciente, il modifia son port de tête et son expression pour avoir l'air plus impressionnant. Les lourdes draperies rouges glissèrent et masquèrent son reflet comme un rideau de scène qui tombe sur l'acteur. Master prit place derrière le vaste bureau et se mit à jouer distraitement avec son coupe-papier en or. Un léger grincement, provenant de quelque part dans la maison, lui parvint aux oreilles, mais c'était sans nul doute le vent. Il n'y prêta guère attention. Bientôt, se disant qu'il vaudrait mieux terminer le travail qu'il avait en cours au lieu de perdre son temps, il reposa le coupe-papier, se leva et se dirigea vers le panneau de chêne qui faisait suite à la bibliothèque. Du plat de la main, il l'enfonça d'un centimètre et le poussa vers la droite. Le panneau coulissa, révélant la grise surface d'acier de la porte de la chambre forte. Après avoir fait tourner le cadran pour composer le chiffre de la combinaison, il ouvrit sans effort la lourde porte à contrepoids et entra. La chambre forte avait 1,80 m de large et était profonde de 2,40 m. Le long de ses parois s'alignaient des armoires de classement et des étagères sur lesquelles étaient posés des coffrets blindés. Master ouvrit l'un des classeurs et feuilleta rêveusement pendant plusieurs minutes les dossiers qu'il renfermait. Au moment où il allait sortir celui de Summer, le sifflement strident de la bouilloire retentit. L'eau bouillait. Étouffant un juron, Master prit le dossier et, au même instant, un frisson d'appréhension le parcourut, peut-être dû à la subtile altération dans la sonorité du sifflement perçant de la bouilloire. Il se retourna, entreaperçut le mouvement d'une ombre futive dans le bureau, comprit que quelqu'un avait habilement utilisé le sifflement de la bouilloire pour camoufler le bruit de son approche et vit avec horreur la lourde porte de la chambre forte se rabattre. Une vague obscure se forma, grandit, submergea Master et la serrure se referma avec un claquement sec. Ténèbres totales. Silence total. C'est maintenant la fin de l'extrait 1. Avant de remplir le tableau qui est sur le portail, je vous demande de répondre à ces deux questions. Maintenant, sur le document ouvert dans Notability, reconstitue la situation initiale et l'élément déclencheur. Tu peux à tout moment revenir sur l'écoute de l'histoire ou encore passer sur pause. Extrait 2.
C'était la première fois de sa vie que Master cédait à la panique, mais jamais il n'avait connu pareil effroi. Personne ne devait pénétrer dans la maison avant le lendemain matin à l'heure où Margaret arriverait pour préparer le petit déjeuner, et la chambre forte était parfaitement hermétique. Il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Par-dessus le marché, il était évident que quelqu'un l'y avait délibérément enfermé pour qu'il périsse d'asphyxie, et ses chances de remplir à nouveau ses poumons d'air frais étaient négligeables. Master, qui avait toujours regardé les choses en face et analysé instantanément les situations dans lesquelles il se trouvait avec autant de précision que de réalisme, parvint à la conclusion qu'il était un homme mort. La seule autre possibilité aurait été qu'il s'agisse d'une blague d'un goût douteux que lui avait fait un mauvais plaisant, mais personne ne s'amuserait à faire des blagues à Adrian Master. Après le premier choc, maintenant que la terreur qui l'avait envahi avait reflué, il accepta la situation avec fatalisme. Il lui restait, estimait-il, entre 2 et 6 heures à vivre. Passé ce délai de grâce, il mourrait d'asphyxie dans l'obscurité. Il regrettait à présent de ne pas avoir pris la peine de faire installer l'électricité dans la chambre forte, même s'il faisait suffisamment clair quand la porte était ouverte pour trouver ce qu'il cherchait. Il avança en tâtonnant jusqu'à un coin et se laissa choir sur le sol, adossé aux étagères. Il fallait qu'il garde son calme et se contraigne à respirer de façon régulière pour faire durer la réserve d'oxygène dont il disposait. 1 heure s'écoula avec une rapidité stupéfiante, et au bout de 2 heures, sa respiration commença à devenir rauque. Une seule question occupait désormais son esprit. Qui était son assassin? Se concentra sur elle pour ne pas laisser l'épouvante qui le taraudait avoir raison de lui, et il fit appel à toutes les ressources de son intelligence disciplinée et rigoureuse. Des quantités de gens avaient un mobile pour le tuer. Il n'avait pas accédé à la position qui était la sienne dans le monde des affaires sans être pour le moins impitoyable. Il avait constaté très tôt que c'était là une chose parfaitement dans ses cordes. Mais ce qui, maintenant, le consternait, était que la liste des suspects potentiels était si longue qu'il lui serait pratiquement impossible de cerner le coupable en procédant par élimination. Et puis, et il en fut le premier étonné, il se surprit à sourire. Un détail réduisait en définitive le champ d'exploration à des proportions raisonnables. Celui ou celle qui était entré dans le cabinet de travail et avait fermé la porte de la chambre forte était forcément passé devant Major. Autrement dit, l'assassin était l'une des rares personnes assez familières pour que le molosse ne les attaque pas. Master passa en revue la liste ainsi réduite des suspects. Sa femme Liette. Oui, elle avait un mobile, l'argent qu'elle hériterait et sa liberté en prime. Elle avait 20 ans de moins que lui, était remarquablement belle dans le genre longiligne, et Master était depuis longtemps au courant de ses aventures extra-conjugales. 2 jours auparavant, il l'avait reconduite à l'aéroport. Elle prenait l'avion pour New York dans l'intention de rendre visite à sa sœur, une actrice d'avant-garde au talent modéré. À l'heure qu'il était, Lynette devait être à quelques 1500 kilomètres de la maison. 2. Neville, son frère, à la fois sculpteur, chalumeau au point, il créait des machins d'un grotesque achevé à partir de bouts de ferraille, et peintre paysagiste. Bien que ses œuvres connussent un certain succès, elles ne lui rapportaient pas grand-chose et seule la rente mensuelle qui lui était versée en exécution des dernières volontés de la tante qui les avait élevées, Adrienne et lui, assurait ses fins de mois. Là encore, le mobile pouvait être l'intérêt. Neville les connaissait, les dernières volontés de la tante. Son testament stipulait qu'en cas de décès de l'un des 2 frères, le capital reviendrait aux survivants à condition que le patrimoine du défunt et la rente qu'il touchait au moment de sa mort aille à sa famille. En d'autres termes, Lynette hériterait des biens de Master et continuerait à toucher la rente mensuelle et l'artiste mettrait la main sur le reliquat, une petite fortune largement suffisante pour qu'on aille jusqu'au meurtre. Certes, Adrian et son frère s'étaient toujours bien entendus, superficiellement du moins. Mais qui peut savoir ce qui se passe sous la surface, même s'il s'agit de son propre frère? Master était convaincu que Neville lui-même ignorait toujours certaines facettes de sa personnalité à lui. Adrian lui avait téléphoné pas plus tard que ce matin pour lui proposer de déjeuner avec lui. Il devait l'avoir réveillé car la voix de Neville était un tantinet pâteuse et il s'était abstenu de lancer quelques-unes des reparties caustiques dont il était coutumier.
Il avait refusé l'invitation sous prétexte qu'il avait remarqué la veille au bord de l'autoroute un champ de tournesol qu'il tenait absolument à peindre aujourd'hui, même avant que les bulldozers d'un chantier de construction en cours l'aient entièrement défoncé. Neuville remarquait toujours des choses qu'il lui fallait impérativement reproduire de toute urgence sur la toile. Il avait dit à Adrienne que si jamais il ne donnait pas suite à ce projet pour une raison quelconque, il l'appellerait sans faute et qu'il se fixerait alors rendez-vous au restaurant. Neuville n'avait pas appelé. Comme d'habitude, sa dévorante passion d'artiste avait été plus forte que tout. Le troisième suspect était Dwayne Ratman, son associé et le vice-président de la société. Master disparu, il pourrait prendre entièrement le contrôle des avoirs de celui-ci. Mais, comme Lynette, Ratman était en principe absent. Il était censé se trouver à Saint-Louis pour la signature d'un contrat avec une usine de textile. Master avait la certitude qu'il n'y avait pas d'autres suspects possibles, ni familiers, ni visiteurs fréquents. Évidemment, on pouvait aussi penser à Nathalie, sa première épouse, mais elle était remariée et n'avait aucun profit à attendre de sa mort, hormis peut-être une certaine satisfaction. Lequel des trois était son assassin? L'extrait 2 est maintenant terminé. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces trois questions. Adrienne vous apparaît-il comme un personnage plutôt fort ou plutôt faible? Y a-t-il un suspect qui vous semble moins sympathique que les autres? Et d'après vous, à ce moment-ci, qui est le meurtrier? Maintenant, reconstituez les trois premières péripéties du déroulement. Ensuite, vous devez écouter la vidéo suivante pour connaître la fin de l'histoire.